Bon, les amis, aujourd'hui, on est avec Valérian et on va parler d'un de ses outils préférés qui s'appelle, j'ai nommé Cloudflare. Alors, Valérian, ça fait des années que tu me parles de Cloudflare. C'est sûrement un de tes outils préférés. Et on s'est dit tout à l'heure que ce serait intéressant de faire un épisode sur le sujet pour pouvoir expliquer un peu les différentes fonctionnalités de Cloudflare à quelqu'un qui a jamais entendu parler de ce service-là. Et puis de voir un petit peu, toi, comment tu l'utilises au quotidien pour gérer ton infrastructure sur Crisp et d'autres services que tu utilises. Ouais, Cloudflare, c'est un excellent outil qu'on a utilisé depuis le jour 1 chez Crisp. J'ai lancé plusieurs SaaS dans l'histoire de Crisp qui sont plus ou moins liés à Crisp. Et à chaque fois que je lance un SaaS, la première chose que je fais, c'est de configurer un compte Cloudflare. Cloudflare, c'est génial parce que bon, la proposition de valeur, quand on a commencé à l'utiliser en 2015, elle était assez simple. Et ça fitait bien en fait avec les besoins de Crisp. C'est que ça gère des DNS pour toi, la sécurité anti-DDoS, et ça fait un CDN. C'est-à-dire un CDN, en anglais, c'est Content Delivery Network. Mm. En fait, Cloudflare, dans le monde entier, va avoir plusieurs data centers. Donc, je crois, de mémoire, dernière nouvelle, ils en ont 180. Et en fait, ils auront des serveurs, du coup, dans chaque ville du monde, chaque ville majeure du monde. Donc, Ouais. admettons que nous, on a nos serveurs en Europe. Moi, je vais prendre un exemple. Je suis au Chili, par exemple. Je suis à Santiago. Bah, Cloudflare a un data center à Santiago. Quand je vais charger la chatbox Crisp, donc je charge des fichiers JavaScript, des assets, etc. Je ne vais pas à chaque fois, en fait, pour chaque visiteur en fait, qui est au Chili, par exemple, charger les assets d'Europe. En fait, Cloudflare va s'interposer entre les deux et va héberger tes fichiers dans chaque région du monde pour les servir au plus proche à tes visiteurs. Et bon, tu sais, la lumière a une vitesse déterminée. Genre quand tu te connectes entre les continents, tu as des serveurs, tu passes par des fibres sous l'océan, etc. Tu passes par tout un tas de routeurs, tout un tas de mécanismes sur le réseau. Ouais, tout ça, C'est ça lent prend en du fait, temps. enfin, ça rajoute de la Mm. latence. Et la latence, en fait, dans le web, c'est très important. Un peu moins aujourd'hui avec le HTTP2, HTTP3, mais tout de même, en fait, c'est assez majeur en termes d'impact pour les visiteurs d'un site. Et donc, en fait, là, Cloudflare, quand j'imagine je suis au Chili, à Santiago, je me connecte, j'essaie de charger Crisp. Bah, en fait, en moins de 10 millisecondes, j'ai Crisp, quoi. Alors que Mais s'il n'y avait il pas charge juste. Cloudflare, Ouais. s'il n'y avait pas Cloudflare, je serais plutôt dans 300-400 millisecondes, en fait. C'est ce qui est plutôt standard si tu te connectes à un serveur à distance comme ça. Parce que là, tu parles du script en fait pour charger la chatbox, mais est-ce que ça fait ça aussi avec tes fichiers HTML, tes fichiers, tes images? Absolument tout. Et l'avantage, c'est que ça réduit aussi quand on parle d'image, c'est des fichiers qui sont très lourds. À l'échelle, quand tu as beaucoup de charges, ça va réduire aussi ta bande passante sur tes serveurs, ce qu'ils appellent les serveurs origin. En fait, Cloudflare, on distingue dans le jargon Cloudflare deux types de serveurs. Tu as les serveurs Edge, c'est les serveurs Cloudflare. Donc c'est ce qui est vraiment on the edge, donc au plus proche du client. Et les serveurs origin, c'est les tiens, en fait, c'est tes serveurs dans ton data center, donc chez DigitalOcean, Amazon, etc. Et pour nous, par exemple, c'est l'Europe. Et l'avantage, c'est que ça baisse la bande passante sur tes serveurs. Et quand tu as des serveurs à très fort trafic, il faut savoir que les cloud providers comme DigitalOcean, tu as un quota mensuel de données sur Ouais. chaque serveur. Bon, c'est assez gros, hein, c'est plusieurs téraoctets. Mais ceci dit, quand tu as un service très chargé, comme par exemple Crisp, qui sert beaucoup de fichiers, d'images, etc., par exemple, rien que les avatars, ça nous coûtait énormément de bande passante, eh bien, Cloudflare va encaisser la charge pour nous. Et ils vont uniquement faire une requête à nos serveurs origine quand il y aura besoin de rafraîchir la ressource quand elle va changer. C'est-à-dire que 99% selon nos stats, sur mon utilisation de Cloudflare, 99% de la bande passante, en fait, elle est économisée. C'est-à-dire que c'est Cloudflare qui l'encaisse, c'est pas nous. Donc en fait, tout ce que tu as à faire, c'est configurer les DNS, et après, à partir de ce moment-là, lui, il va voir, ah tiens, cet utilisateur-là demande accès à cette image-là, ou à la homepage de ton site, et automatiquement, aux prochaines requêtes, il va te servir un cache de cette image-là, qui va lui-même stocker dans différentes parties du monde pour la retenir, pour en fait, la livrer la plus vite possible au visiteur en fonction de où il est. Exactement. Bon, après, c'est plus technique. Il y a beaucoup de technicité sur quand est-ce que tu expires le cache, genre quand est-ce qu'il faut rafraîchir l'image, etc. On va pas entrer dans les détails à ce niveau-là. Hmm. Mais il y a une fonctionnalité que j'aime beaucoup aussi, c'est admettons que ton serveur soit offline. Donc tu as un problème dans ton serveur origine. Tu as un problème, tu as cassé quelque chose, c'est offline. Et ben en fait, Cloudflare va te servir, sera capable en fait de servir une ancienne version de tes pages web. Donc ça s'applique aussi à tes pages HTML, hein. Là, on parlait vraiment des assets, images, etc. Mais ça s'applique aussi à ton site au global. Il va être capable de servir une version offline, entre guillemets, de ton site, qui ne sera pas forcément à jour,
mais au moins ton site ne sera pas hors ligne. Donc ça, c'est très pratique, tu vois. Par contre, comment tu fais pour que quand tu déploies une nouvelle version, ce soit pas l'ancienne qui soit automatiquement servie? Bah en fait, Cloudflare, par défaut, sans trop de configuration avancée, il va faire des revalidations de cache de temps en temps, même très fréquemment. Dans le cas où tu as un serveur à très fort trafic, un service à très fort trafic, tu vas vouloir juste adapter leurs règles de cache pour avoir du cache, je sais pas, sur 24 heures, etc. Sans que Mm. Cloudflare aille retaper à chaque fois chez toi. Le problème à ça, c'est que quand tu changes la ressource, c'est-à-dire que tu vas déployer une nouvelle version de ton app, bah, il y a un moment, il faut purger le cache, il faut le vider. Et Ça, tu peux le Cloudflare, faire à la main de toute façon dans tu peux le faire l'interface. à la main. Donc ça, au début, quand Ouais. tu commences ta boîte, tu le fais à la main. C'est ce qu'on faisait au début. Après, ça devient un peu chiant quand tu fais des déploiements réguliers, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, et que les déploiements sont notamment Mm. automatisés par GitLab, GitHub Action. Bah à ce moment-là, Cloudflare fournit une API sur laquelle tu pourras envoyer des requêtes pour purger le cache de manière automatique. Donc nous, c'est ce qu'on fait, tu vois, on peut dire, tu me purges le cache, par exemple, pour le domaine, admettons, on fait un déploiement du site, tu vois, tu mets le domaine chris.chat, hop, le cache pour le domaine chris.chat est purgé entièrement. Tu peux aussi le faire par URL, si tu veux être sélectif. Ok. Ça, c'est ce qu'ils appellent les page rules, non? Cloudflare ou c'est Non, encore les autre page chose? rules, c'est autre chose. Je peux montrer, en fait, rapidement. Donc je vais partager mon écran. Il y a un service, un sous-service de Crisp qui s'appelle Enrich, sur lequel je peux montrer pas mal de choses. Donc l'écran devrait être visible. Ouais, là on voit. Voilà, donc là c'est le compte Cloudflare de Enrich. Donc là on voit que sur la gauche il y a tout un tas de services. Bon, Cloudflare c'est un peu complexifié depuis le Covid notamment parce ils se sont un peu étendus au-delà des services de CDN, DNS, etc. C'est pour ça que je simplifie un peu au début. Donc l'idée c'est que tu ajoutes ton domaine sur Cloudflare. Donc tu as quelques petites stats qui sont intéressantes, tu vois. Ouais. Tu vois, les visiteurs uniques, machin, les total requests. Cloudflare peut aussi en fait gérer ton domaine directement. C'est-à-dire qu'en plus de faire le DNS, tu vas payer tous les ans Cloudflare pour renouveler ton domaine au niveau des registrars. Ouais, comme Donc Gandhi ou OVH ou je sais pas quoi. exactement, tu peux tout intégrer à Cloudflare, mais bon ça on l'a pas fait. Bon. Et du coup, les page rules, normalement tu vois à gauche là, tu vois les page rules. Donc là je clique sur page rules. Et comme on le voit en fait, tu vois, tu as des URL qui sont matchés. Et tu leur mets des choses à faire, tu vois, qui sont un peu des configurations custom. Hmm. Par exemple, là, j'ai un exemple très simple. Là, on a une API pour ce service qui s'appelle Enrich qui permet de l'enrichir, enfin, de détecter les avatars des personnes qui parlent avec nous sur Crisp. Donc, on a une API. L'API, en fait, on veut jamais que ce soit mis en cache. Tu vois. Donc, en fait, on a configuré une page rules qu'on peut voir là. Cache level, bypass, tu vois. Je peux aussi mettre cache everything si je veux. Donc tout ce qui passe là, en fait, ça va forcément hitter le serveur d'origine, quoi. Exactement, direct. Et en fait, pour tout ce qui est API, tout ce qui est contenu dynamique, eh bien, on veut effectivement que ça bypass le cache. Par contre, D'accord. Et tu ça veut vois, en dire quoi fait, standard là? Ah ouais. standard, ça veut dire que Cloudflare va mettre en cache les choses, mais de façon pas trop agressive, donc il y aura beaucoup de revalidation. On le fait par exemple pour les sites qui sont un peu dynamiques. Par exemple, là, on a notre status page. Tu vois, on va être en Ouais. standard. Et pour tout le reste, c'est-à-dire par exemple, on a un domaine, c'est image ou files.enrich.email, donc ça, c'est les fichiers statiques. On a la documentation, etc. Donc ce serait pareil pour Crisp, par exemple. Là, on a mis genre une page rule, cache level everything et edge cache TTL a day. Ça veut dire qu'en fait, dans le data center Cloudflare, donc ça peut être comme mon exemple au Chili, ça peut être à Paris, au USA, etc. Dans chaque localisation, il va garder en fait un jour les fichiers qui sont passés par ce data center. Donc c'est-à-dire qu'il va pas les revalider à chaque fois en fait avec le data center, enfin nos serveurs à nous quoi. Donc ça permet d'économiser beaucoup de bandes passantes. Et je pense que là, on le voit. Bon, le problème, c'est que c'est peut-être un mauvais exemple parce que ce système, il est majoritairement dynamique. Donc là, on voit, par exemple... Ah bah voilà, bah non, en fait, c'est un bon exemple. Tu vois là, par exemple, on prend le 17 octobre. Tu vois ce qui a marqué uncached 100 mégas, Ouais. cached 918 mégas. Donc en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on a 90% d'économie en bande passante. Et après, bon, tu as tout un tas de stats d'ailleurs, ça peut te Ouais. remplacer Google Analytics à ce niveau-là. Tu vois, tu peux Attends, voir d'où viennent les 50%. visiteurs, etc. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, tu peux voir les visiteurs uniques. Après, bon, c'est pas très représentatif parce que c'est une API en fait en grande majorité. Voilà.
J'avais une question d'ailleurs, parce que on a parlé de protection DDoS pour Cloudflare. Est-ce que il faut savoir que à partir du moment où je mets en place les DNS sur Cloudflare, je suis automatiquement protégé contre les DDoS. Enfin, on va dire plus ou moins protégé par Cloudflare, qui va faire ça automatiquement pour moi. Et est-ce que toi, tu as déjà eu des cas où ça t'a vraiment où t'as pas regretté d'avoir configuré Cloudflare pour ces sujets-là, ou finalement tu as vraiment été assez peu confronté à ce type d'attaque? Non, très fréquemment en fait. Quand tu commences à avoir un SaaS qui commence à grossir, tu as des concurrents. Dans notre cas, par exemple, on héberge beaucoup de ce qu'on appelle des helpdesk, donc c'est des sites en fait publics Ouais. que les entreprises en fait elles créent, qui sont vraiment des sites internet sur leur domaine et qu'elles partagent avec leurs utilisateurs pour écrire des articles d'aide. Et ça paraît tout bête, mais en fait, par exemple, on a beaucoup de sites de gaming qui nous utilisent. C'est des serveurs Minecraft, etc. Et c'est un domaine en fait où il y a pas mal de, c'est ce qu'on appelle les script kiddies. Donc Mm. il y a beaucoup de compétition et il y a des script kiddies qui aiment bien en fait s'attaquer entre eux. Et le problème c'est que nous on est un peu les, tu sais comment dire, les casualties en anglais, de Ouais. ce genre Dommages collatéraux. des dommages collatéraux effectivement de ce genre de personnes, enfin de sites. C'est-à-dire que nous on prend aussi, on encaisse parfois des attaques. Et on s'est pris des DDoS très violentes. Et Cloudflare c'est bien pour ça parce que du coup, ce qu'il faut savoir, je crois que j'en avais parlé dans un précédent épisode, mais les cloud providers pour se protéger, quand tu reçois une DDoS, donc les DDoS ça peut être des DDoS au niveau HTTP, mais ça peut être des DDoS un peu plus basses au niveau du protocole TCP, etc. C'est ce qu'on appelle les DDoS layer 4 ou layer 3. Eh bien, et généralement ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les DDoS layer TCP, c'est les DDoS de réseau, tu peux pas trop les éviter au niveau de ta configuration Nginx, Apache, etc. Et là, le problème, c'est que c'est le réseau du hosting provider qui prend en fait. Et pour protéger les autres clients, parce que quand tu es sur des serveurs virtuels, tu as plein de gens sur la même machine, tu vois, physique. En fait, derrière, c'est la machine qui prend. Les Ouais. autres serveurs à côté, ils n'ont rien demandé des autres clients de DigitalOcean, par Ouais, exemple. c'est les noisy neighbors, comme tu C'est les appelles. ça. Bah, en fait, ce Ouais, que fait DigitalOcean, c'est qu'il te débranche ton serveur pendant 3 heures. Ils ouais, ça font ce qu'on débranche tout le appelle monde. un black hole IP. C'est-à-dire qu'en fait, ton IP, elle n'existe plus sur l'Internet pendant 3 heures. Et après, elle revient. Et le problème, c'est que quand tu as un centre d'aide, genre, par exemple, nous, on a des load balancers Nginx, on a 2 IP, tu vois, au total sur la plateforme pour les helpdesk. Bah, quand tu as un black hole IP, à cause d'un seul helpdesk CRISP, genre un serveur Minecraft qui a pris cher, Mm. tu vois, tous les clients CRISP, ils sont offline Pendant 3 heures, c'est beaucoup pendant quand trois même, hein. heures et on n'a pas le choix. Donc du coup, on utilise en fait alors, les solutions d'anti-DDoS de Cloudflare. Donc en fait, on interpose Cloudflare entre les gens et nos load balancers pour protéger les DDoS. Donc c'est Cloudflare qui va encaisser la charge, qui aura des systèmes un peu en machine learning, enfin, à plusieurs niveaux. En fait, ils vont élaguer le trafic qui est bon et le trafic qui est pas bon, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont laisser passer le trafic qui est bon et ils vont enlever le trafic qui est pas bon. Donc toi, tu reçois le trafic qui a été qui est clean, quoi. Et donc ton Digital Ocean, etc., lui, il va être content parce qu'il n'y aura pas de problème, enfin, tout va être bien sur le réseau. Et depuis qu'on a utilisé Ouais, c'est ce qu'on notamment... appelle c'est les CAPTCHA Cloudflare. On est tous tombés dessus un peu. Genre, t'arrives sur un site en fait et t'as des CAPTCHA qui apparaissent, que tu dois résoudre. C'est ça que tu veux Et dire en ouais, il fait? y a ça, mais il y a même plus loin, en fait, quand l'IP, elle est trop sale en face, c'est-à-dire quand l'IP de la personne qui attaque, entre guillemets, est Mm. trop sale, bah, ça va être clairement bloqué et la personne, elle n'aura aucun recours, quoi. Il y a une solution de Cloudflare qu'on utilise, bon là, il n'y a pas de data parce que je suis sur un compte de démo, mais ça s'appelle Spectrum. Donc en gratuit, ça permet de sécuriser des applications TCP. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Cloudflare, quand tu utilises leur DNS, donc tu vas configurer des serveurs au niveau HTTP. Ouais. Et ça va quand tu actives le petit nuage orange là, ça veut dire que tu vas passer par Cloudflare, donc le trafic vers ton serveur, il va être sécurisé, tu vois, il va être l'anti-DDoS Mm. HTTP va s'appliquer. Mais certaines applications, par exemple, bah, comme le helpdesk CRISP, tu vois, en fait, c'est pour des raisons techniques, en fait, on gère directement les serveurs et on peut pas passer par Cloudflare. Donc en fait, tu as un système qui s'appelle Spectrum qui permet de protéger tes serveurs au niveau TCP. Donc le problème de ça, c'est que pour avoir du Spectrum, genre sur tous les protocoles au niveau TCP, il faut passer en plan Enterprise. Ça coûte à peu près 2000-3000 € par mois. Je recommande pas pour les SaaS qui commencent. Mais tu vois, tu peux protéger par exemple ton serveur au niveau SSH. C'est-à-dire Pourquoi ils qu'en mettent fait, Minecraft d'ailleurs? parce que justement, les serveurs Minecraft se font beaucoup attaquer. Sérieux? Ouais, et du coup, je pense que c'est une façon d'avoir plein d'utilisateurs gratuits, tu vois, qui vont peut-être payer un jour.
Tu vois, en fait, l'idée, c'est que tu crées un sous-domaine sur ton domaine principal qui est géré par Cloudflare. Tu mets l'adresse IP de ton serveur, celle qui se fait attaquer. Et Cloudflare, de l'autre côté, va te fournir une IP qui sera à toi, qui sera sur le réseau Cloudflare et que tu pourras, genre, qui sera déclarée au niveau des DNS. Par exemple, je peux mettre, tu vois, minecraft.enrich.email, tu vois. Là, je mets Mhm. l'adresse IP de mon serveur chez OVH, Digital Ocean, etc. Et ce que va faire Cloudflare, c'est qu'ils vont enregistrer au niveau sur le DNS une IP en fait qu'ils vont t'assigner. Et du coup, en fait, les gens vont se connecter à ton serveur sur minecraft.enrich.email. Donc ça, c'est ce qu'on utilise pour pas mal de produits. Le problème, c'est que pour faire des choses qui sont plus avancées que juste SSH ou Minecraft, c'est-à-dire du TCP sur tous les ports que tu veux, protéger des serveurs email, etc., bah, tu es obligé de payer le plan Enterprise. Ils sont assez malins sur ça. Ouais. Et ouais, il gère au niveau des attaques que Cloudflare te protège, il n'y a que les attaques des DOS ou il gère aussi d'autres choses, d'autres types d'attaques? Alors oui, justement, il y a ce qu'on appelle le WAF, le Web Application Firewall. Ouais. Donc là, en fait, ça te protège des attaques notamment de hacking. Donc c'est-à-dire que par exemple, admettons que tu utilises un WordPress qui est pas trop à jour, t'as pas trop le temps de mettre des mises à jour, t'as oublié. Il y a beaucoup d'exploits en fait qui sont possibles sur WordPress quand tu mets pas à jour le CMS, mais c'est valable sur plein d'autres CMS. Mais à Cloudflare, ce qui est bien, c'est qu'ils auront ce qu'on appelle les managed rules. Et donc tu vois, ils ont, tu vois, les OWASP Core Rule Set. Bon là, c'est un peu technique, mais en gros, c'est une sorte de pack de protection que tu vas appliquer sur ton domaine, tu vas déployer. Et ça va te protéger à défaut pour toutes les attaques communes et ça sera mis à jour, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a des exploits WordPress, des failles sur, je sais pas, un fichier PHP dans WordPress, des injections SQL, etc. Ça, Cloudflare, vu il peut lire le trafic au niveau du réseau, tout ce qui passe en HTTP, il peut le lire. Ils appliquent en fait des règles de machine learning, des règles statiques, qui permettent en fait de bloquer ce trafic qui essaie de te pirater, quoi. Ça peut être des query strings HTTP, des formulaires qui sont soumis, tu vois. Des gens qui essaient de se loguer très rapidement sur ton Ouais, interface parce qu'il. d'admin. Ouais. Et tout ça, c'est automatique, t'as rien à faire, tu vois. Genre, il faudrait que. Voilà, là, il te montre, tu vois, les règles, c'est un peu plus technique, mais tu vois là, description, rule, Drupal, WordPress, DOS, XML, RPC. Donc, ça, c'est visiblement s'il y a une CVE qui avait été déclarée. Donc, les CVE, tu sais, c'est les vulnérabilités qui sont déclarées sur un registre. Souvent, c'est des vulnérabilités qui sont assez élevées. Et tu peux aller les voir. Donc en fait, t'as plein de logiciels qui ont ce qu'on appelle des CVE. Donc là, le numéro de CVE qui a été corrigé par Cloudflare, il est là. Donc toi, si tu mets à jour WordPress, il n'y a pas de souci, ça sera corrigé. Mais pour les gens qui ont des vieux WordPress, ça peut servir, tu vois. Tu vois, donc t'as D'accord. tout un tas de. Tu vois, visiblement, là, W3 Total Cache, ça c'est un plugin WordPress, si je me trompe pas. Bah là, Ouais, ouais. ils Même ont vu qu'il est tellement commun Gravity que. Form, etc. Tu vois, c'est des trucs très communs en fait. Et Ouais, après, on oublie que le web, il y a je sais pas combien de pourcentage du truc qui est sur WordPress, hein. C'est assez impressionnant la part de marché de WordPress, hein. ouais, et puis c'est une passoire en vrai, WordPress, si tu le mets pas à jour. Tu vois, tu as des règles de rate limiting, ça personnellement, j'ai jamais utilisé, mais je vois totalement ce que c'est. J'imagine que tu mets une URL ou un truc comme ça, tu vois. Genre, si tu mets par exemple Ah tu peux oui, mettre ça je l'ai admin, entendu tu parler, vois, ouais. slash admin, whatever. Bon, ça, tu peux le faire au niveau de ton load balancer, ta configuration Apache ou Nginx. Mais c'est vrai que c'est vachement mieux quand c'est visuel comme ça. Et tu peux mettre when rate exceed, tu vois, genre pouf, hop. Et tu Ouais, il y peux en a même qui dire le gèrent dans leur challenge, framework. block. Dans Ouais, les c'est frameworks ça. back-end, tu peux le gérer aussi. Mais ouais, par exemple, quelqu'un qui est sur euh, merde, le framework Tailwind Auto, Laravel. Bah, sur Laravel, tu as des packages comme ça pour faire, ou même sur Ruby on Rails ou pour faire du rate limit. Ouais, exactement. En Donc fait, c'est. l'avantage de Cloudflare, c'est que tu as une sorte de dashboard géré pour toi qui centralise absolument tout. Alors, quand tu commences à grossir, quand même, petit tip enfin, que je trouve utile, c'est vrai que ça demande plus de travail, mais il faut éviter de créer une trop forte dépendance dans des produits. Parce qu'admettons qu'un jour, Cloudflare te banne, genre tu dois trouver une alternative. Bah, en fait, tu as beaucoup de choses qui sont spécifiques à Cloudflare que tu as créées chez Cloudflare, des configurations, et qui Ouais. vont pas forcément trouver équivalence chez un concurrent de Cloudflare. Et il n'y en a pas beaucoup des concurrents de Cloudflare. Euh, je conseillerais que la majeure partie des règles, etc., tout ce qui est règle limiting, etc., tu le crées au niveau de tes load balancers, Nginx, Apache. Comme ça, c'est des configurations où tu es assez mobile, tu peux bouger de cloud provider sans souci à ce niveau-là. Et ce qui est Cloudflare, tu vas plutôt l'utiliser pour le CDN, pour la protection des DOS, etc., mais en utilisant tout ce qui est managé, quoi. Tu vas pas trop faire des règles custom chez eux. Parce que par exemple, un DNS, tu peux le migrer très facilement, même si tu le gères chez Cloudflare, tu peux le migrer vers un autre provider, c'est standard, tu vois. Le problème, c'est que dès que tu te mets à utiliser genre
par exemple, le Web Application Firewall, ça c'est très custom Cloudflare, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que là, je viens de switcher à Scaleway. Puisque, en fait, je me suis rendu compte que Scaleway, déjà, ils m'ont fait les $1000 de crédit gratuit. Et en plus, j'en ai profité comme je suis en train de faire la migration et de balancer tout sur Scaleway. Et j'avais un serveur dédié. Et là, je peux te dire que j'ai de la grosse puissance par rapport à ce que j'avais sur DigitalOcean. Enfin, Ouais, je pense que j'ai multiplié par 6 ou 7 alors que je paye le même prix. ouais, ça m'étonne pas. Par exemple, en fait, je me suis rendu compte que, tu sais, DigitalOcean, ils ont un truc qui te permet de pouvoir monitorer ton serveur et recevoir quand le CPU il est trop fort ou le disque est trop fort à un certain nombre de temps, il te push dans Slack, par exemple, une notification. Parce qu'Elway, ils n'ont pas ça. Ce qui fait qu'en fait, tu es obligé de Hmm. pouvoir créer un truc. Enfin, tu dois le gérer toi-même, tu vois. Et ça, c'est vrai qu'il faut être attentif. Parce que quand tu es dépendant d'un service sur une certaine feature, des fois, bah, en fait, quand tu switches, et c'est ce qui peut arriver, en fait, hein, c'est pas, ça peut arriver hein, que tu switches d'un autre service à un autre, Ah oui, ça va et arriver. C'est pas bah ça, c'est là, que ça t'es pas. bloqué, quoi. C'est Pas pas que ça bloqué, peut, mais c'est que si ton SaaS en fait il scale. il scale et que tu as du succès, en fait, tu pourrais être là pendant 10 ans, tu vois, 20 ans. Il faut se dire que c'est un jeu sur le long terme après, et tu vas forcément changer de provider à un moment. Mm. Et donc, c'est des choses en fait auxquelles il faut réfléchir quand tu commences à faire un SaaS qui a du volume, tu vois, qui est important. C'est ne pas créer ce qu'on appelle il me semble, c'est les provider lock ou un truc comme ça, genre, enfin des dépendances avec des providers, Ah quoi. ouais. Tu sais que ce que Parce j'ai que, appris d'ailleurs. Attends, ouais, ouais, je t'ai coupé. Tu sais, Yael, il m'a expliqué un truc, c'est trop marrant. En fait, tu vois, Next.js. ouais, Et bah en fait, Next.js, le framework, il appartient à Vercel, ouais, ok? ouais, Et bah en fait, en ce moment, il y a un problème. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va faire un épisode avec Yael sur, on va faire un tour d'horizon des frameworks front pour créer son SaaS. Et il m'expliquait qu'en gros, Vercel là, ils sont en train de scinder la communauté React en deux parce qu'il y a des fonctionnalités de Next.js qui sont disponibles uniquement si tu héberges ton framework sur Vercel. Et donc, en fait, ils sont en train de développer des fonctionnalités premium. Et c'est normal, ils sont en train mhm, ils mhm. ont levé de l'argent, etc. Donc, ils veulent faire switcher un maximum de gens sur Vercel. Et ça devient problématique, en fait, parce que c'est ce que tu appelles le server lock. En fait, tu es bloqué. Là, tu es vraiment. Ça veut dire que si tu utilises une fonctionnalité du framework, tu es à vie bloqué sur Vercel. Parce qu'en fait, par une certaine fonctionnalité qui est uniquement disponible sur Vercel, tu es bloqué. Ouais, Et c'est problématique ça, c'est- je suis d'accord. ouais, c'est un peu emmerdant, tu vois. Donc, Ouais, il faut faire attention au server lock, ouais. ouais. C'est quelque chose qui Enfin, me faut. faisait Ouais. très peur dès le début et je pense que là on l'a bien géré. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, Bah, les bots, là, c'est quoi ça, les bots? Exactement. d'ailleurs, Quoi? C'est comme vous quoi le ça? voyez, Ah ouais, t'as la gourde Cloudflare. j'ai la gourde Cloudflare. C'est les perks quand tu souscris à un plan Enterprise. Bah, ça va, ils sont pas très dépensiers. Non, Tu leur files 2000 € par mois, ils t'envoient une gourde. ouais, c'est plus que ça aujourd'hui, hein. C'est beaucoup plus que ça. Mais ouais, alors qu'est-ce que tu me disais? C'est ouais, en fait, je vais faire une analyse rapide, peut-être une description rapide du dashboard pour faire peut-être une entrevue des fonctionnalités pour qu'on comprenne bien. Ah, vas-y, ouais. Donc, ce qui est bien sur Cloudflare, c'est que déjà, on l'a vu rapidement, mais ils te font les analytics. Donc, en fait, aujourd'hui, ils te permettent de remplacer Google Analytics et tout un tas d'outils analytics parce que c'est géré au niveau de leur système HTTP. Donc, tu vois la requête, machin, unique visitor, les API, tu vois, genre. Bon, là, en fait, c'est une API où c'est les serveurs de Crisp qui parlent avec l'API, tu vois, de Enrich. Donc, en fait, les serveurs sont aux Pays-Bas, donc c'est pas très représentatif, mais on Ouais. voit bien Netherlands. Après, Sécurité, ça donc tu remplace vois pas vraiment les. Google Analytics, hein, ça fait plus de choses que ça, Google Analytics, mais Oui, oui, je veux dire, c'est minimal, mais bon, ouais. tu vois les threats, donc en fait les pays qui te lancent des attaques. Voilà. Putain, les Marocains, ils t'aiment bien, là, je vois qu'ils Ouais, sont rouges. voilà, ça va, il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas montré le compte Cloudflare de Crisp, mais le compte Cloudflare de Crisp, ça aurait été la. Enfin, c'est Ouais, assez c'est toute la impressionnant map, les quoi. stats, hein. Ouais, c'est toute la map. Tu vois là, il te fait des petites stats, bandwidth saved, genre je peux voir sur le mois, tu vois, c'est assez parlant. On a genre 21 gigas saved sur 24 gigas de total. Donc sur Crisp, on aurait plutôt été sur 10 teraoctets, mais Mm. c'est pas les mêmes stats. DNS, tu vois, donc tu vois les requêtes DNS. Et il y a un Oh, truc qui c'est un s'appelle sacré truc, Cloudflare quoi. Workers. Ah ouais, ça, je veux bien qu'on en parle, parce que j'ai jamais Ouais. compris c'est quoi ce truc. Alors, j'ai jamais utilisé Workers, donc je pourrais pas aller trop dans les détails, mais en gros, l'idée, c'est que c'est du function as a service, du serverless. Ça te permet en fait de faire tourner du code JavaScript sur les edge Cloudflare, donc c'est au plus proche du client, sans que ce code ait à tourner sur ton serveur. Donc en fait, ça peut
permettre à certaines apps, par exemple, tu peux coupler ça à ce qu'on appelle Cloudflare Pages. Cloudflare Pages, c'est un service d'hébergement de fichiers statiques, donc de sites par exemple, qui est un peu similaire à GitHub Pages. Et en fait, souvent, ce que font les gens, c'est que sur des SaaS assez simples, ils ont même plus de serveur en fait. Tout leur code dynamique, ils le font tourner avec Cloudflare Ouais. Worker, donc le code JavaScript. Assez simple, hein, bien sûr. Et de l'autre côté, leur site, il est full statique et ils le font tourner sur Cloudflare Pages. Enfin, assez simple, on peut quand même faire des trucs complexes parce que tu pourrais Ouais, imaginer d'avoir du serverless en database et du coup tes bases de données elles sont dans d'autres services en fait en serverless et tu fais des trucs assez chouettes. Mais par exemple, Nux3, je sais qu'ils ont vachement mis la possibilité de s'intégrer justement avec les workers, Cloudflare Workers, Netlify c'est aussi un truc similaire je crois et Vercel aussi ouais. probablement. Mhm. Et c'est peut-être effectivement moi je suis un peu de la vieille école parce que j'ai tendance à avoir un bon MVC derrière avec une API qui fonctionne, mais je vois totalement le futur aussi de. Comme tu dis, en fait, t'as plus de serveur. Non, c'est ça. Par Bah, contre, attention, parce que ça peut coûter vite cher hein, quand tu mhm. commences à avoir de la data dans une base de données distribuée sur des trucs qui font ça. Si t'as. Enfin, moi, je sais que je dois avoir un téra de data, je sais pas combien ça me coûtera au mois, Mhm. mais ça me coûterait Très, pas 100 euros, très, hein. très, très cher. Non, en fait, le serverless, pour moi, c'est un peu. Je pense que certains ne seraient pas d'accord avec ce que je dis, mais pour moi, c'est un peu un pansement, tu vois, au début. Ça permet de faire des petites choses. Par exemple, dans notre cas d'usage, on pourrait s'en servir, par exemple, si jamais on a une très forte charge sur la plateforme. C'est un peu la grosse merde. Par exemple, il y a un serveur de base de données chez nous qui a un problème, qui ralentit, et qu'on veut commencer à brider certaines fonctionnalités en urgence sur l'API, par exemple. Parce que ça peut permettre de faire des règles assez fines en JavaScript pour limiter Ouais. certaines fonctionnalités ou tu vois, genre éviter que les gens ils tapent sur une route. Parce que tu peux aussi filtrer le trafic HTTP par ce biais, sans qu'on ait à modifier quoi que ce soit sur les serveurs. On se connecte au dashboard de Cloudflare, on peut faire des règles temporaires et puis ça nous sauve la vie. Après, pour faire une app complète, ça je l'ai jamais faite, donc je ne sais pas. Mais pour moi, c'est assez dangereux parce que c'est une sorte de vendor lock-in, tu vois. Notamment, ce qu'il faut savoir, c'est que Cloudflare aussi, aujourd'hui, te fournit une sorte de Amazon S3 like qui s'appelle Cloudflare R2, je crois. Il faudrait que je le trouve. Je pense on va le regarder tout à l'heure. Et en gros, ils peuvent héberger aussi tes fichiers, tes gros fichiers en volume pour des coûts qui sont très très bas. Donc ça peut être intéressant ça. Mais ça, c'est pas trop vendor lock-in parce qu'ils utilisent un protocole qui est celui de S3 en fait, donc Amazon S3, Ouais. qui te permet de migrer tes fichiers d'un provider à un autre. Parce que par exemple, il faut savoir que tu as Amazon S3, donc tu peux créer des buckets sur Amazon S3 pour héberger des fichiers en volume, des téraoctets de fichiers pour Ouais, des tout ce qui est sommes qui sont object storage en fait, hein. exactement de l'object storage. Tu peux le faire sur Cloudflare maintenant avec Cloudflare R2. Tu peux aussi le faire par exemple, on Minio. utilise Minio exactement, qui est un open source. Donc en fait, tu l'héberges sur ton serveur et toi, tu peux monter après un disque réseau ou un truc Mm. comme ça. Par exemple, tu peux utiliser des volumes Cloudflare, des volumes chez DigitalOcean, donc c'est des disques réseau assez économiques. Et tu as ton Minio et tes fichiers, ils sont chez toi, mais ils sont en mode protocole S3. Et tout ça, c'est interopérable, donc tu peux bouger très Ouais, ils font facilement tout d'un ça. provider à l'autre sans changer le code en fait de ton serveur en Mm. fait, ton code Node.js, etc. Et tu n'as pas à le modifier, tu as juste à changer l'URL. Donc c'est assez portable, c'est bien. C'est ce que je recommanderais DigitalOcean, ils le d'ailleurs. font aussi. Scaleway, pareil. De toute façon, Ouais, tous les hosting providers aujourd'hui, ils ont un système à peu près d'object storage, hein. ouais. Et ouais, souvent c'est plus économique d'utiliser le système d'object storage fourni par le provider que de le faire toi-même avec Minio et un disque, Ça coûte rien en plus. un volume réseau. Ils te facturent ça un peu plus cher, beaucoup plus cher même au teraoctet. Mm. Ça coûte rien, ouais. Mais ouais, alors du coup, en passant en revue, ils ont un service de routing email. Bon, ça je vais passer parce que c'est moins intéressant. SSL TLS, ce qui est bien, c'est c'est eux qui gèrent les certificats SSL pour toi. Donc en gros, toi, ton serveur, il y a un truc très utile qu'on utilise partout, c'est Cloudflare Tunnel. L'idée, c'est que nos serveurs origines, donc chez DigitalOcean, ils ont même plus de ports ouverts pour le HTTP, c'est-à-dire que le port 80 et 443 pour le HTTP, HTTPS, ils sont fermés. On fait tourner un programme sur nos serveurs qui s'appelle Cloudflare D, qui se connecte à Cloudflare et qui ouvre en fait une sorte de VPN entre nos serveurs et Cloudflare. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle Cloudflare Tunnel. Et c'est Cloudflare après qui va gérer les certificats, etc. chez eux. Donc nous, on n'a aucun certificat SSL avec Let's Encrypt, etc. à gérer chez nous. C'est super pratique. Et l'avantage de Cloudflare Tunnel qu'on va retrouver. euh, Par contre, attends, je te coupe. Tu es obligé Ouais, d'avoir Cloudflare Tunnel pour que
que Cloudflare gère tes SSL? Parce que moi, en ce Non, moment, non, non. j'ai... Non? Ok. Non, non, non. Non, non, ils le font aussi pour toi si tu fais du proxy à l'ancienne. C'était le. Le petit Historiquement, en fait, nuage. Cloudflare, comment ça marchait? C'est que tu avais ton serveur Apache, ton Nginx chez toi avec tes certificats qui étaient déjà provisionnés, donc tes Let's Encrypt, etc. Parce Et que moi, c'est ce que je fais toujours. En fait, ça sert à rien. Je pourrais aller dégager mes certificats Let's ouais, Encrypt de ouais. Certbot et compagnie. Surtout que tu fais une API et les performances dans le monde, elles sont très importantes. Et l'avantage de Cloudflare Tunnel, justement, par rapport à la méthode traditionnelle, c'est-à-dire que la méthode traditionnelle historique de Cloudflare, c'est Hmm. que Cloudflare, en fait, va se connecter en HTTP avec ton serveur. Et les performances sont pas très bonnes en fait quand tu seras loin de ton serveur parce qu'à chaque fois il devra se faire des requêtes HTTP, tu vois, genre en direct avec ton serveur comme si c'était un visiteur, tu vois. Et il fait juste un proxy. Et bien sûr, il applique la protection des DOS, etc. Cloudflare Tunnel, l'avantage c'est que c'est une sorte de VPN avec des connexions déjà établies avec tous les data centers de Cloudflare vers ton serveur. Et tu gagnes énormément en fait de latence justement parce que t'as pas les échanges crypto à faire. Et en fait, nous, on a vu, par exemple, quand tu utilises l'API de CRISP aux États-Unis, par exemple, côte ouest, tu es à peu près à 100 millisecondes et quelques de latence. Quand tu es en Europe, tu es à 30 millisecondes. Si on n'avait pas ça, on serait facilement à 300 millisecondes en fait, de la côte ouest. Donc je te recommande énormément en fait, de mettre en place Cloudflare Tunnel. C'est assez simple à faire si tu fais apt-get install, tu sais, Cloudflare 10 sur un Debian, un Ubuntu. Ouais. Tu as juste une clé Je vais le montrer. Normalement, ça doit être. Il faut juste que je le retrouve. C'est dans Access, c'est ça. Donc c'est géré dans un dashboard séparé. Hop. Ce qu'ils appellent Cloudflare Access. C'est assez compliqué, c'est ça qui est chiant. Enfin, c'est beaucoup de produits en fait différents. Et donc là, j'ai le tunnel, voilà. Donc je vais pas montrer les détails parce qu'il y a des informations privées. Mais en gros, c'est un. Bon, je vais quand même regarder. Ouais, non, il n'y a pas d'informations privées. Voilà. Et là, on voit que le serveur il est connecté, tu vois. Donc c'est notre serveur à nous. Ça fait 36 jours qu'il est connecté. Et en fait, c'est vraiment un truc qui tourne sur notre serveur, un démon qui tourne sur notre serveur et qui est connecté à Cloudflare. Et ce que nous donne Cloudflare après, derrière, c'est un tunnel ID. Et donc, sur ton firewall, tu as bloqué 80 et 43 pour les ports Ouais, HTTP, c'est ça, HTTPS. c'est ça. Et dans Ok. les DNS Cloudflare, ce que tu vas mettre dans les records, tu vois là, c'est le nom du tunnel que j'avais configuré de l'autre côté. Et ça veut dire que pour le domaine API, ça va dire à Cloudflare, bah, tu passes par le tunnel. Tu vois. Et ça qui va jamais taper en direct dans nos serveurs. En fait, enfin, vous pouvez essayer de taper sur les IP qui sont affichés, il n'y a rien qui va répondre, hein. Tu vois, ça, c'est Parce que les c'est IP des bloqué de toute façon. serveurs. Ouais, c'est bloqué. C'est ce qui serait annoncé si jamais on avait publié les serveurs, si on n'utilisait pas Cloudflare, ce serait ces IP-là, c'est les IP Digital Ocean. Ouais. Mais elles sont totalement bloquées. Et c'est vraiment, genre, là, tu as un tunnel, en fait, quoi. C'est Et pas les bête en vrai. performances sont très très bonnes si tu testes la latence. Genre, si tu fais un test de latence sur api.enrich.email, tu verras, ça va vite, quoi. Ah, c'est gratuit ça? Non, faut payer, C'est je crois. gratuit. Si, 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 c'est gratuit. Ok. Franchement, c'est incroyable comme produit. Je recommande de commencer par ça dès que tu setup Cloudflare. Tu as le DDoS, tu as le tunnel qui accélère les performances, en plus d'augmenter la sécurité parce que tu n'as pas besoin d'ouvrir les ports en fait Hmm. pour ton Nginx. Par contre, bon, tu peux taper en direct sur tes applications avec des tunnels, c'est-à-dire que tu peux avoir directement ton ExpressJS, ton serveur Nuxt, etc. et taper en direct dessus sans passer par un load balancer chez toi, donc un Apache, un Ouais. Nginx. Mais je préconise quand même d'avoir toujours un load balancer pour éviter encore une fois le vendor lock-in. Ton load balancer chez toi qui va rediriger le trafic après vers les applications. Et ton load balancer, il sera sur le port 80, genre sur une IP locale, tu vois, sur le serveur, ton serveur chez toi. Et le Cloudflare D, en fait, dans sa configuration, tu lui dis de faire un proxy, en fait, entre genre Cloudflare D et ton Nginx. Tu sais, sur 127.0.0.1. Et puis c'est tout, quoi. Ok, Très, très intéressant. simple. Ouais. Et après, bon, je recommence la revue, hein, mais bon, Ouais, tu vois, sécurité. on avait pas fait on était passé rapidement sur le WAF, donc le Web Application Firewall. Mais t'as tout un tas de trucs, tu vois, genre t'as des. Les Voilà, bots. le plan, il est pas, il faut upgrade, c'est un truc payant. Je sais dans le plan business, mais tu peux genre gérer finement genre les contrôles anti-bot, tu vois, parce que Cloudflare est capable de te dire genre ah ça c'est peut-être du trafic automated. Mais en fait ça c'est les serveurs CRISP en fait, tu vois, qui tapent dans l'API de Enrich. Tu vois des stats sur la protection DDoS. Bon là j'ai pas trop de trucs. Tu vois je peux mettre un security level qui va genre moduler à la hausse ou à la baisse
genre les règles Cloudflare qui vont être plus ou moins violentes et plus ou moins montrer un captcha à des gens plus ou moins dangereux. Donc ça, c'est basé sur l'IP, sur le fingerprint du navigateur, etc. Et il y a un truc qui est très utile, un mode qui est très utile qui s'appelle I'm under attack. Admettons que là, tu es sur ton service, là, tu vois, il est down, tu vois, ton API, elle est plus, je sais pas, je prends ton cas par exemple, ton API pour les companies, elle est plus disponible. Tu vois. Ça time out, tu te connectes au serveur, tous les CPU ils sont à 100%, c'est le bordel, tu sais pas ce qui se passe. Là, tu te dis au début, genre, putain, il y a un mec qui est en train de d'utiliser une vulnérabilité chez moi, genre de faire beaucoup de requêtes. Tu actives I'm under attack, et en fait, ça va présenter un captcha à tout le monde. Tout le monde. Et ce qui fait que ça va bloquer, genre, illico, genre une attaque automatisée. Le temps, et ça te donne le temps. L'avantage, c'est que ça permet aux utilisateurs légitimes de continuer à utiliser ton service parce il est plus sous attaque. Et de l'autre côté, ça va te donner le temps de résoudre le problème chez toi, d'identifier le problème, parce que ça peut être un problème de code, etc. chez toi. Ouais, une boucle infinie Et ou un truc. exactement. Ouais. Et après, tu peux repasser le truc en low. On l'a utilisé, c'est un peu tu sais, le Doomsday mode. On l'a Hmm. utilisé 2 ou 3 fois chez Crisp. Ça nous a vraiment sauvé la vie. Ça va être chiant pour les utilisateurs légitimes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un captcha, ils vont un peu râler, mais au moins le service sera pas indisponible. Ouais, et puis il y a aussi le problème que quand tu es bombardé sur ton serveur, des fois tu peux même plus te connecter en SSH dessus ou alors ça lag de ouf. Et ouais, Donc c'est là, au ça. moins, tu remets les CPU à zéro et on peut recommencer à travailler dessus, quoi. Donc ça, en fait, je précise, c'est très utile pour les attaques HTTP. Donc c'est les attaques que Cloudflare va pas nécessairement bloquer, enfin il va bloquer les plus évidentes, mais c'est des attaques, parfois c'est pas vu comme du DDoS parce que une personne qui un peu une personne qui voudra exploiter une vulnérabilité de ton application, qui va juste genre aspirer toute ta base de données en faisant beaucoup de requêtes et ça paraît légitime pour Cloudflare, tu vois, parce que c'est des requêtes vers ton API par exemple qui sont légitimes, mais pour toi c'est extrêmement dangereux parce que ton système n'est pas capable d'encaisser la charge, quoi. Voilà. Et tu vois, on peut vérifier que s'il y a un mode qui permet de voir si le navigateur est intègre, c'est-à-dire si c'est pas Des c'est bots. des puppeteers, etc. Genre. Voilà, Cloudflare Access, on a vu. Après, Speed. Bon, ça, je connais pas trop ce mode-là. Catching, il est très important. Donc, tu peux configurer de manière assez fine le comportement du système de cache de Cloudflare. Donc, ça, c'est pour le CDN. Tu vois, le mode Always Online dont je parlais tout à l'heure, qui permet que si ton serveur il est offline, bah, Cloudflare va te servir une page qui n'est pas forcément à jour de ton site, mais ce qui évitera à tes visiteurs de voir des erreurs 500, etc., des timeouts. Et après, tu peux faire des cache rules, c'est-à-dire genre, Et c'est là j'en ai pas, mais... instantané, hein, on est d'accord, si je clique dessus, c'est instantané, quoi. Il n'y a pas de... Ah ouais, 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 c'est instantané. Ouais. Ouais. Ça se propage dans la seconde à tous les data centers de Cloudflare. C'est assez fantastique comme Ouais. système, il n'y a pas de... Les C'est DNS ça qui aussi, est quand bien, tu ouais. modifies les DNS, il n'y a pas de temps de propagation, c'est vraiment instantané. C'est fini, tu sais, attendre 24 heures avant qu'un DNS se propage. Tac, et il y a un mode que j'aime beaucoup qui s'appelle tiered cache. Bon là c'est peut-être un peu technique, mais l'idée c'est que, admettons, je vais prendre un cas d'usage, nos data centers, nos serveurs de CRISP, un cas d'usage très concret. Il y a un an j'étais à Lima au Pérou, tu vois. Je me connecte, j'avais déployé un site sur CRISP, et là j'essaie d'y accéder, tu vois, j'étais à Lima. Les serveurs de CRISP sont à Amsterdam. Ça mettait du temps à s'afficher, tu vois. Parce qu'en fait, il n'y avait plus de cache, il fallait le rafraîchir. Mais si ça se trouve, en fait, avant ça, genre en même temps, il y avait un mec dans un pays voisin, par exemple, je vais prendre, je sais pas, l'Argentine, qui avait déjà accédé en fait à la même ressource que moi, juste avant, tu vois. Et en fait, au lieu d'aller taper, au lieu que le serveur Cloudflare de Lima, donc Pérou, Ouais. aille taper en fait à Amsterdam, donc le serveur de Crisp, il va aller taper dans le serveur Cloudflare le plus proche qui a déjà le cache. Donc c'est-à-dire celui d'Argentine, par exemple. Et c'est ce qu'on appelle du coup le tiered cache. Ouais, c'est ce Et que tu comme expliqué on tout à l'heure, ouais. voit, ouais, c'est ça. Là, je vois pas trop comment ça va, mais tu vois, instruct Cloudflare to dynamically identify the optimal aperture tier closest to your origin. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Après, bon, Bon, tu as les les workers workers, routes, ça, tu vois que c'est un système qui permet de configurer. Je connais moins ça, mais des URL pour les workers. Alors, les page rules, bon, ça, je l'ai montré tout à ouais, tu l'heure. l'avais montré tout à Ça, l'heure, c'est là. très, très, très utile.
Tac, tac, tac. Network. Bon, ça, c'est des détails techniques, c'est moins important. Ah oui, ça peut être assez utile, tu vois. C'est que si tu as un service qui se base sur la localisation du visiteur pour faire des trucs, Cloudflare peut te fournir dans un in-tête HTTP le Ouais. pays en fait du visiteur, donc FR, DE, tu sais, ES, etc. Ce qui t'évite d'utiliser GeoIP chez toi, ou enfin les bases de données MaxMind. Ah ouais, intéressant. Ouais. Tac, tac, tac. Après, ouais, voilà, tout ça, c'est peut-être un peu plus technique. Les custom pages, ça, c'est très utile. C'est quand tu es vraiment offline. L'avantage, donc là, je peux te montrer, c'est que tu peux configurer des pages custom qui sont très jolies, enfin, avec ton branding, etc., que Cloudflare va présenter aux visiteurs. Donc, admettons par exemple que la personne se fasse bloquer par le firewall. J'ai configuré une page. Donc, en fait, c'est une URL chez Crisp qui est là, que je peux preview. Je sais pas si tu la vois parce que ça vient d'ouvrir un nouvel onglet. Non, là, je vois rien, c'est toujours sur Cloudflare, mais... Bon, c'est pas grave, mais en gros, ça te met une jolie page Ouais, avec un logo Crisp. ok. L'idée, c'est que tu peux enlever le branding Cloudflare sur ces pages-là pour éviter de montrer à tes visiteurs un logo Cloudflare quand, par exemple, ils ont un CAPTCHA à résoudre, etc. C'est assez utile. Et après, pour les autres, bon, tout ça, je connais moins. Le Scrap Shield, ça a l'air de, ouais, tu vois, c'est des petites règles assez utiles pour enlever les adresses email, etc. Et si on revient dans le dashboard de manière plus globale, voilà, et c'est là, tu vois, R2, ce dont je parlais. Voilà, qui te permet d'héberger des fichiers de manière économique avec le protocole Amazon S3. Donc je crois qu'on a à peu Ouais, près fait le tour. ouais, c'est déjà assez complet. En fait, on comprend que c'est un outil qui permet de gérer les DNS, permet de gérer tout ce qui est sécurité, tout ce qui est vitesse de son site également. Ouais. Euh, et puis en plus, que la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit pour beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Et qu'à partir du moment, j'imagine, où tu as besoin d'aller de façon toucher à peu près des trucs un peu plus complexes, tu fais souvent du MRR, donc tu peux toujours pas. Enfin, vous avez attendu un petit moment avant d'avoir besoin d'optimiser certaines choses. Ouais, enfin, on a vraiment commencé, tu sais, faut vraiment y aller de manière bootstrappée, tu sais, scrappy. On a commencé avec un compte Cloudflare gratuit, on a commencé à configurer T'as accès aux page rules, c'était un peu limité, je crois que tu peux faire genre 2 ou 3 page rules. On a fait nos DNS, etc. Ça c'est illimité, on avait le CDN, c'était Ouais. génial. Ensuite, on a upgradé vers le plan pro, qui était genre à 25 $ par mois, il me semble. Donc là, on a eu un peu plus de page rules, etc. Et puis après, on s'est dit, ah non, bah, on voudrait accéder en fait à des services. À l'époque, c'était Railgun, donc c'était l'ancêtre de Cloudflare Tunnel, mais celui-ci était payant. Et il fallait upgrader en business. Business, c'était 200 $ par mois, ce qui était un sacré Mm. investissement à l'époque, en fait, quand tu commences à faire du MRR. Je savais pas que On Railgun a... c'était lancé de Si, tunnel, si, si, d'accord. si. C'est ce qui permettait en fait, bah pareil, d'ouvrir des liens optimisés, genre pour réduire la latence. Et ce qui Mm. était marrant, c'est que bah, du coup, c'était le moment où on commençait à voyager aussi. Donc on était parti aux États-Unis et on utilisait Crisp là-bas. Et on était genre, putain, j'ai l'impression que c'est aussi rapide qu'en Europe, quoi. Alors que si je me connecte en SSH au serveur en direct, sans passer par Cloudflare, c'était beaucoup plus lent, quoi. Donc on Mm. a commencé à percevoir la valeur internationale, notamment quand tu internationalises un Ouais. service et que tu as des utilisateurs à travers le monde. Euh, c'est important, enfin c'est intéressant de voyager aussi par ailleurs, c'est une petite aparté, parce que tu peux te mettre dans les conditions réseau de tes utilisateurs et même d'être sur le Google de tes utilisateurs. Et genre tu vois que Et par exemple même, que ton service il est lent et notamment que ta SEO elle est peut-être pas bonne dans un pays aussi, par ailleurs. Genre on avait remarqué par exemple en Espagne que c'était genre l'océan bleu, il y avait pas beaucoup de compétition sur les mots-clés dans Google par exemple. Et donc ça nous a permis de focus un peu plus sur la SEO en Espagne parce que c'était plus facile, quoi. et Et ça te pareil permet même pour... de voir comment ton site il réagit avec un time zone différent. Quand tu as des fonctionnalités qui Ouais, dépendent du ah time zone, ouais, de et voir si ça tu as c'est bien fait ça, totalement, tu vois. totalement. Genre sur Resilience Club, le time zone il est vachement important vu que ça reset à chaque fois les habitudes. Mm. Et bah, le time zone là, ça peut faire péter des choses, quoi. Ouais, je suis Si c'est tellement mal géré. d'accord. Ouais. Et voilà, on a à peu près Voilà, fait le tour. Moi, pour moi, c'est un outil essentiel must pour tous have. les SaaS aujourd'hui. Mm. Ils ont vraiment, enfin, c'est vraiment extrêmement. Enfin, l'uptime de Cloudflare, elle est parfaite en fait. Enfin, Il n'y a pas de concurrent d'ailleurs à Cloudflare? il y a Akamai pour le CDN, mais qui est très cher, qui est très enterprise. Je sais qu'à une époque, Facebook utilisait beaucoup Akamai, ça Mm. devait leur coûter très cher. Ah oui, je me Euh, souviens, ouais.
Il y a peut-être Distill Network pour la protection DDoS. J'en oublie peut-être, mais très franchement, Cloudflare, en fait, c'est un monopole en fait sur le marché, quoi. Et Ok. j'ai pas de critique envers eux, sinon que dès que tu passes au plan enterprise, c'est vrai que ça peut coûter assez cher. Mais ça, c'est une stratégie d'entreprise qu'ils ont en fait, qui est assez smart. Et beaucoup d'entreprises ont cette stratégie-là dans le SaaS, c'est que tu sais, t'as des clients qui ont un peu plus de moyens, on va dire, qui sont un peu plus gros, et ils ont en anglais ce qu'on appelle un itch, tu vois, genre ça gratte, t'as un endroit. Et t'es là, genre, tu utilises le produit, mais il y a un endroit où t'es quand même, genre, t'as besoin d'une fonctionnalité, et puis ils la verrouillent pour toi. Et c'est là qu'ils te font passer en mode enterprise, pour solutionner un petit pain. Et après, le truc, c'est Ouais. qu'ils te font payer à l'usage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Cloudflare, en version gratuite, pro business gratuite, c'est virtuellement illimité, c'est-à-dire qu'ils vont pas te limiter le trafic, la protection des DOS, etc. Bien sûr, ils vont venir vers toi pour essayer de te vendre de l'enterprise quand tu vas commencer à grossir, alors que tu n'en auras pas nécessairement besoin. Mais par contre, ils vont réussir à te vendre des features qui, à un moment, quand tu vas grossir, tu en auras besoin, mais il faut être enterprise pour y avoir accès. Par exemple, Spectrum. Et là, ils vont commencer à te vendre la bande passante, les requêtes, etc., qui étaient autrefois illimitées. Maintenant, tu vas les payer au volume. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est une stratégie d'entreprise, c'est très smart. Tout le monde fait ça. Hein. Ils n'ont pas inventé Ok. quelque chose. Enfin, en tout cas, ouais. Merci d'avoir fait le tour du dashboard. Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez d'autres tools que vous voudrez qu'on creuse. Je vous souhaite une agréable semaine et à bientôt. À bientôt.